Bonjour et bienvenue sur la chaîne French Robotics. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les triggers. Alors, à quoi sert un trigger? Qu'est-ce que c'est? Donc, un trigger, ça permet de synchroniser précisément une action avec un mouvement. Donc, si on souhaite piloter un signal de sortie, par exemple à 10 mm du point de départ, ici lors de la trajectoire, grâce au trigger, on peut facilement le réaliser. Donc, ABB a mis à disposition des outils hyper simple à utiliser pour réaliser ce type d'action. Donc on peut piloter soit un signal de sortie, soit lancer une routine qui ne contient pas d'instruction de mouvement, en parallèle du déplacement du robot. Alors, donc il existe trois instructions, donc une pour chaque type de déplacement. Donc on a le déplacement linéaire, déplacement articulaire et déplacement circulaire. Donc il n'est pas possible d'utiliser ce genre de trigger lors d'un déplacement articulaire, donc de type move abs J. Et donc l'équivalent d'un move L mais avec un trigger, donc c'est trig L. L'équivalent d'un move J, c'est trig J. Et l'équivalent d'un move C, c'est trig C, qu'on va voir juste après. Alors, donc voici comment on utilise ces différentes fonctions. Donc j'ai défini deux rob target et deux trig data, donc on verra juste après ce que c'est. Donc la déclaration d'un move L, on s'en souvient, donc le rob target, la vitesse, la zone, l'outil et notre watch data, donc la base. Pour un trig L, on retrouve les mêmes infos, le rob target, la vitesse. On a juste ici une information de type trig data qui s'insère entre la vitesse et la zone. Ensuite, on retrouve notre outil et notre base. Même chose pour le move J, donc c'est le déplacement articulaire. Donc les types move J, on rajoute notre trig data entre la vitesse et la zone. Donc à savoir que pour chacune des trigs, donc trig L, J ou C, on peut définir plusieurs triggers. Donc on a un trig 1, ici je définis un trig 2, mais on peut finir jusqu'à 8 donc par déplacement. C'est-à-dire que si on veut par exemple déclencher une action à une distance de 10 mm, puis une autre seconde action à une distance de 30, puis une action à une distance de 50, c'est tout à fait possible grâce à l'accumulation des trig data donc qu'on implémente dans l'appel de l'instruction trig X, donc X pour L, J ou C. Et donc il reste le move C, donc même chose, un move C on se rappelle, donc il faut deux rob target, donc j'ai mis un premier et un second, les mêmes infos, vitesse, zone, outil, base, et donc le trig C c'est la même chose, sauf que on rajoute une information de type trig data, comme les autres, entre la vitesse et la zone. Une fois qu'on a défini notre trig data, il faut maintenant lui affecter une action. Pour cela, on a plusieurs instructions à notre disposition. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter uniquement les plus communes, donc qui sont au nombre de 4. Pour les autres, qui sont plus utilisés dans les cas spécifiques, je vous laisserai les regarder de façon autonome grâce à l'aide présente sur vos studios. Alors, présentation rapide, on rentrera dans les détails juste après. Donc, trig IO et trig équipe qui permettent de piloter des entrées-sorties, donc à des positions ou à un temps avant arrivée au point. Ensuite, on a trig int, donc qui permet de lancer des interruptions à des positions données, et trig check IO, donc qui permet de vérifier le contrôle d'une entrée ou d'une sortie à une position donnée. Alors on va maintenant détailler plus précisément chacune de ces fonctions. Alors trig IO, donc ça permet de définir la valeur d'un signal de sortie à un moment donné. Donc comment on le définit? Donc on appelle l'instruction trig IO, on définit notre trig data qu'on a déclaré précédemment. On a ensuite une distance, donc à définir en millimètres, et on peut rajouter l'option start. Donc si on rajoute l'option start, c'est-à-dire que la distance est prise en compte à partir du point de départ, donc comme ici, point de départ, point d'arrivée. On a l'option start, donc notre trigger va s'effectuer à X millimètres, donc défini par distance, du point de départ. Si on ne définit pas l'option start, donc comme ici, le end distance est calculé par rapport au point d'arrivée, donc en anticipation. Et ensuite, on peut définir donc le type de signal, donc on utilise l'option anti/DOP, GOP, AOP, en fonction du type de sortie. Donc digital output, group d'output ou analog output. Dernière information, donc une fois qu'on a défini notre signal, c'est la valeur qu'on souhaite qu'elle récupère une fois la condition de déclenchement réunie. Autre possibilité, donc toujours sur un trig-IO, c'est de définir un temps et non plus une distance. Donc pour cela, il faut utiliser l'option time, donc juste après la définition de l'information endTime. Donc si on ne définit pas time, donc on définit une distance. Si l'option time est utilisée, dans ce cas-là, le paramètre distance devient un paramètre de temps, et donc le déclenchement se fait X
secondes avant l'arrivée. Alors, à savoir qu'il n'est pas possible d'utiliser time et start en même temps. Donc, si on veut déclencher notre signal, X secondes après le point de départ. Pour cela, il y a une autre instruction qu'on verra juste après. Alors, maintenant, passons à trig equip. Donc, trig equip, c'est un peu comme trig.io. Donc, ça permet d'activer un signal de sortie. Donc, comme tout à l'heure, on a soit des digital output, soit des groupes d'output, soit des analog output. Cependant, la différence, donc, c'est qu'on peut cumuler cette fois-ci la distance et le temps. Donc, on a tout d'abord le premier paramètre, donc qui est la distance, donc comme tout à l'heure. Donc, on peut mettre l'option start. Donc, dans ce cas-là, la distance définie, elle est par rapport au point de départ. Si on ne précise pas d'option, donc la distance est définie par rapport au point d'arrivée. Et ensuite, on a une tempo, donc qu'on appelle temps technique. Donc, le temps technique, qu'est-ce que c'est? Donc, le temps technique, c'est lorsque le robot pilote une sortie, c'est le temps que va mettre physiquement le système qui souhaite piloter à être piloté. Donc par exemple pour un distributeur, si c'est le robot qui le pilote en direct, donc le distributeur, il y a un basculement mécanique qui peut prendre 1/10, 2/10 de seconde, et donc on peut prendre en compte ce temps si on le souhaite dans la définition de notre action. Et donc comment ça se passe? Donc on définit d'abord la distance, donc on peut dire on veut lancer notre trigger à 10 mm du point de départ, sauf que une fois qu'on a piloté notre signal, il met 0,3 secondes à s'activer. Donc dans ce cas-là, on veut qu'il se déclenche 0,3 secondes avant le point, donc c'est un sens positif. Donc on va définir notre temps technique à plus 0,3 secondes. Si jamais on veut retarder le pilotage de notre système, on peut mettre moins 0,3 secondes. Et dans ce cas-là, le déclenchement de la sortie se fera 0,3 secondes après que le TCP du robot soit à une distance strictement supérieure ou égale à la distance paramétrée. Donc même chose pour le trig equip sans option distance, donc la distance est par rapport au point final, et par contre les signes ne changent pas. Donc temps technique, donc avant d'arriver au point de déclenchement, donc c'est positif, temps après négatif. Donc à savoir que sur trig equip il existe une autre option donc, qui s'appelle next, qui n'existe pas sur trig.io, donc qui permet cette fois-ci de définir la distance par rapport au point appelé. Donc c'est par exemple lorsqu'on a 3 points, notre distance est définie donc next, donc après le point appelé dans l'instruction de mouvement d'une distance donnée, et on a même chose, le temps technique qui arrive avec un temps positif ou négatif en fonction de si on veut un pilotage en avance ou en retard lorsque le TCP dépasse la distance définie dans l'instruction. Alors l'action suivante, donc c'est trig int. Donc le trig int, il permet de déclencher une interruption donc de type trap à un moment donné. Donc comment on le définit? Donc on définit notre trig int, notre information trig data, la distance. Donc on a comme pour le trig equip différentes options, start, next ou time. Donc je reviens un peu là-dessus, on l'a déjà vu. Et ensuite on définit le int num de notre interruption. Donc comment on doit utiliser le trig int? Donc on déclare tout d'abord donc notre int num lié à notre interruption. Donc ensuite on définit notre interruption, donc c'est de type trap avec à l'intérieur des instructions à exécuter lors de son appel. Et ensuite on doit connecter donc notre int num à notre trap, et ainsi une fois que c'est connecté on peut appeler l'instruction trig int, donc avec les paramètres qu'on a vu juste au-dessus. Une fois que c'est fait, donc on peut utiliser notre trig data dans une instruction de type trig L, trig C ou trig J. Alors l'action suivante, donc c'est trig check IO. Donc ce type d'action, donc ça permet de vérifier l'état d'une information. Donc ça peut être une sortie, une sortie analogique, une entrée analogique, un groupe d'entrée, un groupe de sortie à un moment donné sur la trajectoire. Donc comment on le définit? Donc trig check IO. Ensuite on définit donc le trig data qu'on a déclaré au préalable. Donc la distance, donc je reviens un peu là-dessus, c'est comme les autres, on peut choisir les options start, next ou time. Ensuite on définit donc l'information qu'on veut scruter. Ensuite donc on a différentes valeurs donc de type par exemple EQ, LTEQ ou GT. Donc c'est des informations qui permettent de choisir qu'est-ce qu'on veut comparer. Donc là si on choisit LT, donc c'est-à-dire qu'on veut vérifier que notre valeur est inférieure à LTEQ, donc inférieur ou égal à, donc on a égal à, différent de, supérieur ou égal à ou supérieur à. Donc en fonction de l'information qu'on choisit ici, le contrôle va être différent. Ensuite, donc c'est la valeur comparée. Donc ici par exemple, donc PDI présence pièce EQ. Dans cette action, on va vérifier si la présence pièce est égale à 1. Donc si c'est le cas, tout va bien. Si ce n'est pas le cas, on va lancer
l'interruption déclarée en dernier. Donc même chose que pour le trig int, donc il faut déclarer un int num ici, donc qui est connecté à une trap qu'on a vu donc dans le trig int. Donc pour la deuxième, donc ici on va vérifier que notre PGI dist mesuré donc est LTEQ. Donc LTEQ c'est inférieur ou égal à 15.4. Si c'est vérifié, on continue. Si c'est pas le cas, on lance l'interruption. Même chose. Et donc pour le dernier, donc on va vérifier si notre PGO groupe output est GT. Donc GT ça veut dire supérieur à 80. Et donc même chose, si c'est le cas, le robot continue sa trajectoire. Sinon, il lance l'interruption trig. Donc une fois qu'on a vu les actions et les différents types d'appels, comment on va utiliser de façon complète une action? On commence par déclarer notre trig data comme on l'a vu. Ensuite, on appelle notre action. Donc c'est la définition des conditions qui vont déclencher notre action. Et ensuite, on appelle grâce à trig X, donc trig L, trig C ou trig J, nos instructions de mouvement et on y intègre notre trig data qu'on a au préalable associé à une action. Donc voilà pour les triggers. Alors on a vu tout ce qu'il fallait savoir sur les fonctions trig X, mais il faut également savoir qu'ABB a mis à notre disposition donc des instructions simplifiées donc pour éviter d'utiliser les deux fonctions, donc le trig IO, trig int et ensuite un trig L, trig C ou trig J. C'est donc des move XDO. Ces instructions permettent d'affecter une valeur à une sortie au bout de la trajectoire. Donc pour le move LDO, on retrouve les mêmes informations qu'un move L, donc à savoir l'Europe target, la vitesse, la zone, l'outil, la base. Et ensuite, à la fin, on va définir donc notre sortie. Donc il peut être une sortie analogique, un groupe de sorties ou une sortie digitale. Et ensuite on lui met la valeur qu'on souhaite lui donner. Donc ici, une fois qu'on arrive au point, on va définir PDO ouvrir pince à 1. Dans ces instructions là, il n'y a pas de notion de distance. Le signal se met à 1 à l'intersection des deux mouvements. Donc comme ici, entre P1, P2, P3, dès que le robot arrive dans la zone de P2 et qu'il a parcouru la moitié du parcours qu'il va réaliser dans la zone, le signal est mis à 1, donc comme indiqué ici. Donc P2 ici c'est le point appelé. Donc ici c'est un exemple issu de la documentation. Nous dans notre cas, donc le P2 il correspond à notre drop target RT trigger. Donc même chose pour J et C. Autre instruction simplifiée, donc pour l'appel de routine en parallèle lors d'un déplacement robot, donc on a les move X5, donc le X il correspond à L, J ou C. Donc c'est comme un move L, donc on retrouve les mêmes informations, donc comme pour les move XDO, l'Europe target, la vitesse, la zone, l'outil et la base. Et par contre on rajoute entre guillemets le nom de la procédure qu'on va lancer. Donc par exemple ici j'ai créé une procédure vérif info, donc par contre subtilité, donc il ne faut pas qu'il y ait d'instruction de mouvement dans la routine appelée. Ainsi, donc, comme pour le move DO, lorsque le TCP du robot a parcouru la moitié de la trajectoire qu'il va réaliser dans la zone de P2, la routine définie est appelée. Tout simplement. Donc même chose pour move J et move C. Donc un petit tableau récapitulatif des différentes instructions de mouvement. Donc si on veut une instruction simple, donc on a move L, move J, move C. Si on souhaite une instruction avec une définition d'action complexe, on peut utiliser donc les trig L, trig J, trig C avec les trig IO, trig int, trig équipe, etc. Donc ça permet de plus précisément définir le temps d'appel de l'action et la distance d'appel de l'action. Si on souhaite un lancement simplifié d'une sortie, donc c'est un mix entre trig X et trig IO, donc on peut utiliser les instructions move LDO, move JDO ou move CDO. Et si on souhaite un lancement simplifié d'un programme, on peut utiliser les move L5, move J5 et move C5. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo sur les triggers. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. A plus, ciao!